Ta petite voix t'invite à changer de vie pro ? Tu le sais peut-être, le 21 novembre, c'est la journée nationale de la reconversion professionnelle. À cette occasion, Nouvelle Vie Pro, qui accompagne depuis 10 ans toutes celles et ceux qui veulent prendre un nouveau départ professionnel, organise des portes ouvertes partout en France et un salon à Paris. Tu disposeras de toutes les solutions et les bons contacts pour faire le point sur ta vie pro, reprendre une formation ou créer ton entreprise. Tu pourras venir poser toutes tes questions et assister à des conférences. Et la bonne nouvelle, c'est que je te propose qu'on se retrouve là-bas. Rendez-vous donc le 21 novembre au salon Nouvelle Vie Pro. Pendant très longtemps, je me suis dit pourquoi moi ? Et parce que il y a plein de choses qui arrivaient dans ma vie, tu vois, pourquoi moi ? Pourquoi ça arrive à moi ? Pourquoi moi ? Et puis à un moment donné, j'ai commencé par adopter le pourquoi pas moi. Et quand on est justement dans cet état de sécurité, finalement ça on se pose tout le temps. Pourquoi pas moi ? Bah oui, pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et de pouvoir justement tester, y aller, on verra bien. Depuis 5-6 ans, c'est quelque chose qui est régulier finalement chez moi. Et chaque projet devient un truc qui est pourquoi pas. Même si ça paraît fou. Toi, pourquoi pas ? Tiens, on fait un événement. Bah oui, pourquoi pas ? Tiens, on fait ça. Bah pourquoi pas ? Bienvenue sur Pourquoi pas moi ? Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? C'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail ? C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi ? L'invitation à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter le parcours d'un homme hors du commun. Suite à une fac de sport, Ludovic décide de s'arrêter à la licence pour se lancer dans la vie active sans savoir ce qu'il veut faire. Après 15 métiers, en 8 ans, il décide de devenir coach mental de sportifs. Il commence à accompagner des grands champions, notamment dans le golf. Et puis, il voit la lumière en découvrant la théorie polyvagale. Aujourd'hui, Ludovic est coach certifié en neurosciences appliquées et expert français de la pleine confiance grâce aux nerfs vagues. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Ludovic Leroux. Bonjour Ludovic. Salut Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ? Ah, c'est un objet particulier parce qu'il est vivant. C'est un chat, et plutôt des chats, parce que je ressemble beaucoup au chat. Et bizarrement, je n'ai pas de chat à moi, mais j'ai 3 chats des voisins qui viennent chaque jour chez moi, qui sont en train de manger là d'ailleurs à côté, tu vois, et qui sont mes animaux de compagnie, pas personnels. Et qui me ressemblent beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi le chat, parce que quand je les regarde, je me vois, soit le côté joueur, le côté dans son coin, tout seul, faut pas embêter, côté ronron de temps en temps. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le chat, ça me représente vraiment bien. Le chat a une sagesse naturelle en lui extraordinaire. Ouais, bah oui, toi, son calme, son flegme, et puis sa capacité aussi à vouloir ce qu'il veut, donc à venir te chercher, et puis à rester dans son coin, tranquille. Je suis un peu comme ça des fois, toi. Si on veut pas mettre un coup de griffe, tu sais, je mets un coup de griffe si je veux pas qu'on vienne m'embêter. Et limite, voilà, c'est moi qui décide un peu quand est-ce que je veux bien accueillir les gens ou pas. Donc là, j'ai décidé ce matin d'accueillir. Donc bienvenue dans ma sphère de chat. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler où est-ce que tu as grandi ? Alors moi, j'ai grandi à Tours, et j'ai grandi à côté d'un stade de rugby parce que ça fait partie de ma vie. Et j'ai principalement grandi avec ma grand-mère. J'ai été élevé par ma grand-mère, juste à côté du stade de rugby. J'étais fan de rugby, j'ai joué au rugby. Et finalement, ma jeunesse, j'ai passé mon temps à jouer. Alors, je m'appelle Ludovic, Ludo, racine de jeu. Et j'ai passé mon temps à jouer, à apprendre la vie finalement, à jouer. Et ça a été ma façon moi de grandir à l'endroit là, à Tours, à côté du stade où chaque jour, mon jardin, c'était le stade de rugby. Pourquoi t'as été élevé par ta grand-mère, si c'est pas indiscret ? Non, c'est pas indiscret. Donc moi, j'ai été élevé par ma grand-mère parce que j'ai très rapidement vécu l'abandon. En 10 ans, j'ai vécu 2 abandons. C'est-à-dire que je connais pas mon père biologique au départ, mais ça, il a fallu 35 ans avant que je le sache.
Donc ça m'a beaucoup aidé en fait de le savoir à 35 ans parce que ça m'a permis de savoir pourquoi j'étais timide, réservé avant, hein, comme si. Ouais, pourquoi t'avais cette blessure sans le savoir? Oui, et puis le comportement des autres finalement, parce que tous mes oncles et tantes savaient ce secret, mais il fallait pas qu'ils me le disent. Tu vois, donc. Comment tu l'as découvert? C'est mon beau-père lors d'un apéro qui a fait une gaffe. À 35 ans. Ouais, quand j'avais 35 ans. Et qui, tout d'un coup, il m'a dit, ça te fait quoi de pas connaître ton père biologique? J'ai dit, hein, quoi? Parce que pour moi, mon vrai père, finalement, il est décédé quand j'avais 9 ans. Okay. Et c'est pour ça, après, ma mère a fait une dépression et du coup, j'ai été élevé par ma grand-mère. Parce que ma grand-mère habitait à côté du stade du rugby, moi fan de rugby, donc c'était plus pratique pour moi. Et puis je m'entendais super bien avec ma grand-mère. Et au cours de cet apéro, il lance cette phrase-là, et puis je dis, hein, quoi? Et en fait, ma première réaction, c'était plutôt la surprise, alors que lui, il était effondré, il disait, oh mon Dieu, mais je pensais que tu le savais. Alors que moi, j'étais plutôt dans la surprise, dans le fait que la vie, c'est incroyable. À tout moment, on peut avoir des annonces comme ça, des choses qui arrivent. Et je l'ai vraiment pas pris comme quelque chose de négatif. Au contraire, comme plutôt une information qui arrive et qui explique pas mal de choses. Ouais. Et donc, ça m'a permis d'avoir une discussion avec ma mère, d'échanger, et puis de comprendre beaucoup de choses qui avaient drivé ma vie pendant 35 ans. Quoi. C'est fou, hein, ces découvertes aussi tard, ce que tu peux dire à la limite quand t'étais majeur. Ouais, voilà, ou ado, 15 ans, tu sais, quand t'as l'âge de comprendre, de raisonner. Non, mais là, et puis tu sais, ça te fait faire des flashbacks. Tu vois, mais je comprends pourquoi ma tante emmenait plutôt ma sœur et mon frère en vacances et puis moi pas trop. Ah, mais je comprends pourquoi on me parlait pas trop. Bon, c'est peut-être pas uniquement ça, hein, mais ça faisait partie du truc, toi. Ouais. Et c'est là où tu te dis ok, donc finalement c'est pas que moi, c'est peut-être aussi dans mon environnement qui a fait que j'ai été conditionné de cette façon-là. Ouais. Oui, et puis que ton inconscient savait, mais que ton conscient ne savait aussi, pas, oui. Et du coup tu avais une. Mais bien sûr, parce que je voulais, moi je suis né à 9 mois et 3 semaines, toi. Je voulais pas sortir, donc c'est pas par hasard. Ils sont venus me chercher avec des forceps. J'avais la jaunisse. Enfin, tu vois, je suis arrivé au monde. La première chose que ma mère m'a dit, c'est "Oh, qu'il est moche." Tu vois. donc c'est marrant, toi, de voir ça. Et puis ensuite, à 3 ans, j'ai commencé à faire de l'asthme sévère. Enfin, plein de choses, des réactions, toi, justement, du corps, qui font que ça explique aussi peut-être des choses que inconsciemment j'avais déjà enregistrées, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, quand t'es un petit garçon, c'est quoi tes rêves? Alors, je me rappelle que je voulais devenir Indiana Jones, déjà, toi, et je suis toujours un explorateur. Ça, je l'ai gardé, hein, d'une autre façon, mais j'adore explorer l'humain, tout ce côté-là, mais de jouer et d'explorer. Voilà, moi, j'étais quelqu'un qui était un grand rêveur quand j'étais enfant, et le monde était ouvert. J'ai toujours été comme ça. Tout est possible. Je me rappelle, à 11 ans, j'ai commencé à écrire un livre. À 11 ans, je l'ai jamais retrouvé. Un livre sur quoi? Sur une machine à remonter le temps. Ça, c'est bizarre, hein, quand même. Une machine à remonter le temps pour aller explorer, justement, le monde, le temps. Et j'avais écrit une 50aine de pages quand j'avais 11 ans. Et ce cahier, je l'ai jamais retrouvé. Et donc, voilà, j'étais comme ça. Je pouvais partir dans mes rêves. Ma grand-mère pouvait m'appeler, j'entendais rien. Et voilà, j'étais beaucoup, comme j'étais pas à l'aise socialement avec les autres, eh bien, j'étais beaucoup dans un monde plutôt imaginaire, mais qui aujourd'hui me permet aussi de pouvoir rêver aussi, continuer à rêver. Donc, et voyager, même si je suis chez moi, je continue à explorer, voyager. Génial. Et du coup, au moment de faire tes études, comment ça s'est passé pour toi, le choix? En fait, moi, j'avais des facilités parce que je suis HP mémoire. HP mémoire, ok. Ouais. Donc il y a quelques temps, on m'a dit mais tu sais pas HP toi, et moi je dis HP, pour moi il y avait que hôpital psychiatrique, donc c'est possible. Et donc j'ai été passer des tests et en fait il s'avérait que je suis HP mémoire, donc j'ai une facilité à mémoriser les choses, et donc dans mes études ça m'aidait énormément puisque je passais moins de temps et j'arrivais très vite à retenir les informations, donc j'avais des facilités, mais
comme un peu les chats, comme je disais au début, c'est que quand j'en avais envie. Donc j'ai eu tout mon primaire où j'étais toujours premier de la classe parce que ça faisait bien vis-à-vis des parents, toi. J'étais tout petit. Puis une fois ado, finalement c'est moi qui décidais. Je visais la moyenne, ça suffisait. Et puis au lycée, j'ai passé plus de temps au lycée qu'au collège. Puisque j'ai redoublé ma première et ma terminale. Ok. Donc là, j'étais à fond dans le rugby, donc les études, je prenais pas le temps. Ouais. Et ensuite, j'ai fait une fac de sport, où là, par contre, ça me plaisait, donc j'ai vraiment suivi le cursus normal, et où j'ai pas été jusqu'au bout parce que je voulais pas être prof de sport finalement. Et je suis parti dans la vie active juste avec ma licence quand même de prof de sport. Et du coup, voilà, ça s'est déroulé, on va dire, c'est moi qui décidais quand je voulais avoir la moyenne ou pas, quand je voulais travailler ou pas. Donc, t'avais conscience de ça? Oui. Moi, j'avais conscience. Mon environnement, non, parce que ma mère me donnait des cours particuliers, quelqu'un et tout ça. Mais comme j'étais timide, réservé, que je parlais pas, depuis tout petit, je sais que j'ai du potentiel. Et que c'est juste moi qui décide si je l'exprime ou pas, tu sais, si j'appuie sur le bouton ou pas. Et j'ai toujours senti ce potentiel qui était là, mais qui s'exprimait pas. Même aujourd'hui, les gens qui me connaissent, ils savent, voilà, c'est moi je déconne tout le temps. Et avant, j'avais les blagues, mais je les sortais pas. Tu vois, donc, pour moi, j'ai pas beaucoup changé en fait. Les gens autour de moi, ils disent que j'ai changé, que j'ai évolué, mais pour moi, non, parce que j'avais déjà ça à l'intérieur. C'est juste que je l'exprimais pas. Génial. Et quand tu décides d'arrêter la fac de sport, comment elle réagit ta maman? Maman a toujours laissé faire. Toi, c'était un peu fais ce que tu veux. Donc c'était plutôt une maman qui, pareil, un peu timide, réservée, qui laissait faire. Et puis et par contre, il y avait mes oncles et tantes qui disaient mais qu'est-ce qu'il va devenir? Il parle pas, il travaille pas. Enfin, tu vois, il y avait un peu l'image de moi qui était, j'étais souvent dans le canapé en train de regarder le sport à la télé, donc on va dire, mais ils auraient pas beaucoup parié sur moi, quand j'étais plus jeune. Et je l'ai entendu après d'ailleurs en disant, oh bah disons, j'aurais pas su. Enfin voilà, si on m'avait dit qu'il deviendrait comme ça. Donc j'étais plutôt dans mon cocon quoi, tu vois, être tranquille, bouger. Donc c'est sûr que quand j'ai arrêté la fac, mais tu vas faire quoi? Je sais pas, moi explorateur, j'y vais, je verrai bien, je vais essayer. Et à ce moment-là, j'ai fait 15 métiers en 8 ans. C'est vraiment explorer l'immobilier. T'as commencé par quoi? Alors j'ai commencé par le sport quand même. Alors non, pas par le sport, parce que je travaillais dans un fast-food en même temps que mes études, et ils m'ont proposé de passer manager. Et donc je suis passé manager, et puis je suis resté 1 an, mais après je suis retourné dans le sport, dans un magasin de sport. Donc j'ai commencé par ça, et puis c'était marrant parce que j'étais plutôt timide, réservé, mais de la même façon, quand je voulais vendre quelque chose, je savais le faire. Et finalement, ils voyaient un potentiel aussi en moi. Je passais manager. Et puis après, j'en ai eu un peu marre. Et là, j'étais agent d'assurance, agent immobilier, manager chez Auchan. Enfin, plein de choses vraiment différentes dans la restauration. Et dès que ça me plaisait pas, je partais. Donc c'était vraiment ça. Des fois, c'était 3 mois, 6 mois. Et soit ça me plaisait pas, ou soit c'est bon, je sais faire. Agent immobilier, je m'ennuie. Si c'est que ça, moi j'adorais apprendre. Ouais. Et du coup, quand j'avais l'impression qu'il y avait plus grand chose à apprendre, je repartais. Le côté haut potentiel aussi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis c'était le côté challenge, toi, au début, parce que tu découvres, tu sais pas. Et moi, venant du sport, j'ai ce côté-là de défi aussi. Et donc, je sais pas, au bout de 3 mois, j'avais déjà vendu 2 maisons. Enfin voilà quoi. Et il disait mais tu te rends compte si tu continues l'argent ou ça, enfin ouais mais ça me plaît pas, j'ai pas envie de faire ça quoi. Ouais. Mais du coup toi tu le vivais comment parce que j'imagine qu'on te disait que t'étais quelqu'un d'instable. Ouais. Le CV ressemblait plus à rien, instable. Ma grand-mère qui disait mais fais comme ton cousin, va dans les assurances et puis tu y restes. Donc moi j'ai toujours vécu de toute façon depuis tout petit dans cette instabilité finalement. Que ça soit familial, émotionnel. Donc j'ai eu cette capacité à être à l'aise dans cette instabilité-là, et de pouvoir ne pas me soucier du futur en fait.
J'ai appris tout jeune que de toute façon on pourrait très très jeune. Moi, j'ai appris ce que c'était la mort, tu vois. Donc je voulais pas vivre. En plus, mon père adoptif, on va dire, est décédé parce qu'il ne faisait pas ce qu'il aimait dans la vie, tu vois. Pourquoi? Donc parce qu'en fait son père était maraîcher, il avait une grande entreprise, et il voulait vraiment qu'il travaille dans l'entreprise, et lui il voulait pas, il voulait faire sa passion, et puis à un moment donné voilà, il a perdu, on va dire, le sens de la vie, enfin il aimait plus ça, et les conflits, tout ça, et donc moi je suis parti du principe que je devais aimer ce que j'allais faire dans la vie, tu vois. Donc au début c'était plutôt trouver ce qui me plaisait. Aujourd'hui, j'aurais une façon différente de le dire, tu vois. C'était plutôt de être bien déjà, et puis on verra bien. Hein. Je vais pas chercher le métier, je vais plutôt me chercher moi à l'intérieur. Et puis il y a plein de métiers qui s'inviteront. Mais du coup, ça m'a permis, voilà, de pouvoir me dire, on verra bien. De toute façon, tu sais, c'est un peu comme s'il y avait cette croyance que si je choisis le mauvais métier, je peux mourir. Donc c'est pas grave. Je vais faire autre chose, Et puis peut-être un jour, je vais trouver quelque chose qui me convient. Ouais. Et comment, à chaque fois que tu commences un nouveau métier, parce que finalement t'enchaînes les métiers, à chaque fois, est-ce que t'as peur de cet inconnu, de cette sortie de zone de confort? Alors non, j'ai jamais eu peur en fait de l'inconnu. Au contraire, c'est ce qui m'excite, parce que j'ai cette capacité d'adaptation, et que comme j'aime bien découvrir, j'aime bien apprendre, mais j'aime pas la routine. Donc du coup, j'aime bien, voilà, découvrir et aller à un endroit où on connaît pas du tout, et d'être même le premier. C'est pas grave. Même si je suis capable d'être seul, hein, parce que j'ai longtemps été seul quand j'étais enfant, donc je suis à l'aise en étant seul. Donc je peux aller dans quelque chose qui est complètement inconnu, et de pouvoir justement, comme moi je suis un ancien vraiment timide, tu sais, j'ai un métabolisme qui est calme. Et donc j'ai besoin d'excitation. Ouais. Voilà, j'ai besoin d'excitation. Donc si je vais dans un truc qui est routinier, ça va à nouveau me mettre calme. Non, j'ai besoin de quelque chose. Tu sais, des fois on dit qu'ils me rendent vivant, eh bien, qui me donne de l'adrénaline. Et ben moi, comme j'étais vraiment très bas en termes de calme, j'ai besoin d'inconnus, de choses qui me fassent peur, pour que je puisse me sentir à un niveau d'excitation qui soit intéressant. Top. Et donc, qu'est-ce qui a fait que ta vie a changé et t'as arrêté d'enchaîner ces boulots? Je me suis dit, à un moment donné, comme pendant 8 ans, 15 métiers, je me suis dit, allez, stop. Qu'est-ce qui te plaît dans la vie? Plutôt que chercher un métier, cherche un environnement. Alors, quel est l'environnement qui te plaît dans la vie? Le sport. Et à ce moment-là, je dis, ok, tu veux faire quoi? Tu veux être coach physique, coach mental? Et comme j'étais un peu feignant, coach physique, non, ça va être dur. Allez, coach mental. Si je suis assis, c'est bien, tranquille. Et t'avais quel âge? J'avais, ça c'était en 2008, donc 15, j'avais 32 ans, début de la trentaine. Et donc je suis parti, voilà, je m'étais renseigné quand même sur les formations pour être coach sportif, et les formations pour être coach mental, et donc je me suis engagé, voilà, dans une formation pour être coach mental, un DUG à l'époque, et qui m'a permis, voilà, au bout de 2 ans d'être coach mental, et j'ai commencé en fait mon activité vraiment comme ça, accompagner des sportifs. Je savais pas du tout comment m'y prendre, puisque j'avais jamais été entrepreneur, même si depuis tout petit, j'entreprenais plein de choses. Même tout jeune, j'avais dessiné des cravates pour les clubs de rugby à l'effigie de leur couleur et tout ça. Et déjà, j'avais des idées entrepreneuriales, mais ça se faisait jamais. Et donc là, je savais pas du tout comment m'y prendre, donc j'y allais vraiment au pif. Allez, on y va, ça va être ma passion. Et je me rappelle, j'avais noté les 3000 adresses mail de tous les clubs sportifs de ma région. Et je leur avais envoyé des mails, je connaissais pas le spam à l'époque. Et c'est comme ça où je m'étais présenté et que j'avais démarré cette activité. Et quand tu as fait ton doc, du coup, tu travaillais en parallèle ou Oui. Ouais. Je travaillais en parallèle, et c'est une des seules fois aussi où, bizarrement, ce travail avait du sens, parce qu'il contribuait à quelque chose. Alors qu'avant, le travail, il contribuait, même moi, l'argent, tout ça, oui, c'est intéressant, mais je veux pas que mon travail contribue uniquement à gagner de l'argent. Donc là, ça contribuait justement à payer ma formation et pouvoir me rendre 5 fois par an, à ma formation. Ouais. Donc tu subissais plus. Non.
Et puis c'était même intéressant parce que j'avais été chef de rayon chez Auchan dans le rayon DVD, livres, CD. Et là, j'avais trouvé un poste dans le même Auchan, mais d'employé seulement. Et de aussi moi travailler sur le fait de détachement et de pas regarder le chef de rayon en disant bah moi j'aurais pas fait comme ci, pourquoi il fait pas comme ça, ou prendre des initiatives des fois alors qu'on m'a rien demandé, et de travailler juste à ma place, voilà, et juste prendre le temps parce que ça allait durer 2 ans. Alors j'ai pris des postes de prof de sport aussi parce que bah ça me laissait beaucoup de temps. Je travaillais que 20 heures par semaine. C'était plutôt bien payé. Ça me laissait beaucoup de temps. Voilà, toutes les vacances. Donc, j'ai fait ça 1 an prof de sport et puis 1 an des petits boulots par-ci par-là pour payer ces études-là. Et quand tu as commencé du coup à être coach mental de sportif, c'était compliqué parce que comme je disais, je savais pas trop comment ça marchait quoi. Donc Internet, c'était pas le début, mais vraiment, je sais pas, Facebook, tout ça. Enfin, je savais pas trop comment ça marchait, donc j'y allais à l'engagement, toi, aller à l'énergie, on y va. Et pareil, au niveau des tarifs, j'ai mis des tout petits tarifs, c'était 40 € la séance. Et j'essayais de m'en sortir comme ça. Donc j'avais quand même une activité qui tournait, qui me faisait pas gagner beaucoup d'argent, mais qui me permettait de pouvoir vivre de ça sans avoir aucun argent de côté, rien, mais juste payer les factures, payer ce qu'il fallait et continuer à progresser, apprendre, travailler avec les sportifs. T'avais une vie de famille à cette époque-là? Alors j'étais marié, j'avais pas d'enfant. J'étais marié, mais au début on a vécu chez mes beaux-parents, pour faciliter le départ et tout ça. On avait un environnement que pour nous, hein, mais quand même. Et ma femme, elle travaillait aussi à côté. Donc ça nous permettait de pas se soucier non plus trop de factures et tout ça, d'avoir un environnement plutôt simple. Et mes beaux-parents super gentils, qui nous faisaient manger aussi, on mangeait ensemble. Enfin, toi, ça me permettait de gagner du temps, de l'énergie, de pas être seul aussi. Voilà, ouais, exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et ben après, commencer à... pour moi, l'engagement, l'énergie, c'est quelque chose que souvent je donne comme conseil. Allez-y, même si c'est au hasard et que n'attendez pas d'avoir une structure, une stratégie, quelque chose. Et finalement, j'ai commencé à avoir 1, 2, 3 sportifs connus, qui me faisaient finalement une belle publicité. J'étais plutôt spécialisé dans le golf, donc j'avais un des meilleurs golfeurs français. Et donc ça a commencé à prendre comme ça. Et donc je coachais aussi pas que des sportifs de haut niveau, aussi des sportifs amateurs. Et dans le golf, il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Ouais. Bien, ils se sont dit, tiens, tu pourrais pas intervenir dans notre entreprise. Et donc là, en 2011, j'ai commencé une formation de coach en neurosciences pour avoir plus de matière, d'apport à amener en entreprise. Et ça a été une transition puisque ça m'a permis d'avoir une autre casquette, de pouvoir intervenir en entreprise. Ok. Et donc là, tu te retrouves, toi, grand timide, face à... Ouais, c'est ça. Face à des gens, des groupes, faire des formations et donc et même des conférences, puisque dans la même époque, en 2013, je fais une conférence TEDx. Et toujours, toi, le truc où je suis encore très timide et en même temps, il y a ce potentiel à l'intérieur qui veut s'exprimer et de se dire, tiens, allez, je vais faire une conférence. Et bizarrement, la première sur qui je tombe, c'était à La Rochelle, c'était leur première année. Je passe un casting, je suis pris, et hop, je dois faire une conférence TEDx. Et donc là, sachant que pour ceux qui connaissent pas les TEDx, c'est maxi 18 minutes sur scène, sans notes. Donc c'est, sans notes, sans support PowerPoint ou quoi que ce soit. Exactement. C'est vraiment t'es à poil entre guillemets. Ouais, exactement. Dans un rond où tu bouges pas de ce rond-là. C'est le grand bain. Et donc j'avais tout appris par cœur. Vraiment. Et moi, ça a été aussi un tournant parce que je me suis retrouvé sur scène. Je passais le 2e, donc j'étais tout de suite dans les coulisses. J'ai pas vu les gens rentrer parce qu'ils m'équipaient en attendant que l'autre passe. Et je suis arrivé et je me suis mis en mode automatique, blablabla. Et je me suis senti à l'aise très rapidement finalement. Et donc là, je me suis senti bien et j'étais un peu dissocié. C'est comme s'il y a une partie de moi qui regardait en disant « Oh, mais c'est cool en fait, c'est sympa ça à faire. » Et j'ai même commencé à faire 1 ou 2 blagues. Et dès qu'est arrivée la fin, et là, le stress est revenu parce que c'est la fin. Et là, j'ai commencé à me remettre en mode automatique et hop, je suis parti. Les gens, ils applaudissaient. Moi, j'étais déjà parti. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire ça.
Ouais, Et là, je suis parti aussi à faire des conférences en entreprise. Et ensuite, il y a quelque chose dans ta vie il y a eu à 35 ans, donc quelques années. C'était au bout de combien de temps du coup où t'as appris du coup pour ton papa? Ben là, c'est dans cette période-là, c'était vers 2015, donc j'étais en train de tout développer et puis hop, j'ai cette nouvelle qui arrive dans ma vie, donc ça me permet de comprendre beaucoup de choses, de me libérer de beaucoup de choses aussi. Hein, des fois de responsabilités qu'on s'était données, du sens qu'on avait donné qui était pas le bon. Et là, je commence à développer beaucoup plus en entreprise, sur le stress notamment, et parce que je suis quelqu'un à la base très anxieux, très stressé, et donc j'ai mon expérience aussi à apporter. Je suis quelqu'un de calme malgré tout, donc ça a aidé beaucoup dans les entreprises. Et donc là, j'ai un contrat avec une grande entreprise, un comité départemental qui me permet d'avoir 60 000 € à l'année, un contrat, tu vois, un appel d'offres, et qui fut un super cadeau au début et une prison dorée un peu plus tard. Mais du coup, ça m'a permis vraiment, voilà, de pouvoir continuer à développer mon activité dans un environnement sécure à ce niveau-là. Toi, là, il y a le chat qui est là. Ouais. Il est d'accord. Ouais. Il acquiesce. Et donc là, tu fais tes conférences. Donc là, entre guillemets, t'es généraliste par rapport à tes sujets sur le coaching et la neuroscience. Il y a un virage dans ta vie. Ouais, en 2018, où grâce au côté explorateur, hein, toi, de dire tiens, je tombe sur quelque chose, qu'est-ce que c'est, et j'ai un ami qui a un centre de formation pour ostéopathes que j'ai rencontré dans une formation de coaching, et qui me dit bah tiens, regarde, il y a une thérapeute américaine qui vient, ça pourrait t'intéresser, parce que j'étais aussi certifié en cohérence cardiaque, donc le système nerveux autonome, ça m'intéressait, et je regarde et la présentation et je me dis oui, ça c'est fait pour moi. Et donc je vais en 2018 dans cette formation où il y a que des ostéopathes, aucun coach, hein, et je sais pas, c'est quelque chose qui m'appelle en fait. Et donc là je découvre la théorie polyvagale de Stephen Porges avec cette thérapeute américaine. On a une traductrice à la côté en simultané. C'est aussi une des choses qui a fait que j'y suis allé, parce que sinon je pense que je serais pas allé, qu'en anglais ça aurait été compliqué. Et au bout de 3 jours, en fait, il y a une révélation qui fait que, en fait, je suis pas timide. Voilà, c'est des conneries, c'est des histoires qu'on se raconte. C'est juste que je passe trop de temps dans des états internes d'inhibition qui me font croire ensuite l'histoire que je me raconte. Et au bout de 3 jours, je vais voir Déborah et je lui demande mais qui fait ça en francophonie? Et elle me regarde, elle me dit bah toi. Et je dis bah ok, toujours dans le challenge, dans le défi, ok j'y vais. Et 4 mois plus tard, je crée la première formation en théorie polyvagale pour les coachs, les thérapeutes en France. Et là part, on va dire, l'aventure de la théorie polyvagale qui devient ensuite la pleine confiance depuis 5 ans et demi. Donc c'est quoi alors dans quelques mots donc la théorie polyvagale et la différence du coup avec la pleine confiance? Alors c'est la même chose, c'est juste que j'ai utilisé la pleine confiance pour éviter de parler de théorie polyvagale qui peut sembler qui peut faire un peu peur. Voilà, la pleine confiance, on sait que ça touche à la confiance. Et en fait, en quelques mots, c'est vraiment le fonctionnement de notre système nerveux autonome, c'est-à-dire que c'est ce système nerveux qui a pour but de nous protéger, de nous maintenir en survie. Et donc c'est tout le côté parfois qu'on appelle inconscient, subconscient du corps, hein, qui va lui définir si on est en sécurité ou pas. Et selon ça, il va envoyer des informations au cerveau pour que lui puisse réagir. Donc pour moi, venant des neurosciences, ça a été une révélation parce que j'ai appris que 80% des informations allaient du corps au cerveau par le nerf vague. Et c'est là où je me suis dit, bah, il faudrait peut-être que je m'intéresse à ce fameux nerf vague parce qu'il apporte beaucoup d'informations au cerveau. Et comme j'étais dans les neurosciences, je dis, tiens, peut-être qu'en fait, je vois juste le haut de l'iceberg, mais tout ce qui est en dessous, les informations qui arrivent, je les ai pas. Et c'est à partir de là où j'ai pu découvrir qu'on avait la possibilité de réguler son système nerveux à travers plein d'exercices dont la plupart on connaît déjà, mais sans avoir cette conscience, et de pouvoir justement retrouver de la sécurité à l'intérieur, et donc de la confiance, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir agir quand il le faut, pouvoir se reposer quand il le faut aussi. Hein, toi, et à travers ton histoire, peut-être qu'à certains moments, ça aurait été bien de prendre du recul, respirer, puis calmer ce système nerveux pour repartir. Beaucoup de gens, voilà, qui sont dans une forme de résistance de leur système nerveux, à un moment donné, ça lâche. Ouais, clairement, le burn-out, tu te dis,
C'est ton corps te parle très 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 fort et puis à un moment, et puis à un moment donné, il reprend les commandes, il dit stop, hein, puisque voilà. Et donc c'est toute cette vision de ce monde invisible qui est en nous et qui fait que eh bien ça apporte beaucoup d'informations au cerveau et qui permet d'expliquer eh bien tous nos comportements, parce qu'on est avant tout on n'est pas là pour être heureux, on est avant tout là pour vivre le plus longtemps possible en mode survie, hein. Du coup, j'ai pu découvrir que si on régule bien son système nerveux, là, on va pouvoir vraiment s'occuper de son bonheur, parce qu'on est suffisamment en sécurité, on est à l'aise avec l'insécurité. Donc, moi, ça me parlait beaucoup à travers toutes les insécurités que j'avais vécues. Et finalement, j'avais un système nerveux qui était assez bien régulé, puisque j'aimais bien l'inconnu, ça me faisait pas peur, j'osais faire des choses. Il y a plein de choses que j'osais pas faire, que aujourd'hui, je peux me permettre de faire. Mais c'est vraiment été cette révélation-là que et si je m'occupais de ce qui se passe dans mon corps, de toute cette sagesse-là, pour que eh bien il aide mon cerveau à pouvoir justement faire des choix qui me conviennent, de me comprendre, de comprendre les autres et de pouvoir vivre justement en pleine confiance. Ouais. Oui, ce que tu dis dans ton livre, c'est que qui s'appelle donc Nerf vague, c'est justement de comprendre est plus important limite que de se connaître, parce que comprendre ça, tu peux pas changer quelque chose que tu ne comprends pas et dont tu n'as pas conscience. Oui, c'est ça. Et puis une étape d'avant aussi, c'est même se ressentir en fait. Toi, je ressens, on a cet instinct, cette intuition, donc on est dans ce monde-là de l'instinct et qu'on partage avec les animaux. Hein, et quand on les observe, ils ont une intelligence instinctuelle parce qu'ils ont moins de raisonnement et donc ils se fient plus à cet instinct-là. Et nous, c'est Einstein qui disait ça, on a oublié notre mental intuitif au service du mental rationnel. Et essayer de revenir vers ce mental intuitif pour faire un équilibre entre les deux, afin aussi de pouvoir revenir vers du ressenti et de pouvoir aussi faire les choses en fonction de ce que l'on sent et pas des histoires qu'on en a fait. Et moi, ça m'a beaucoup aidé par rapport à mon passé, hein, et finalement au trauma que j'avais pu vivre, parce que les traumas c'est très large, et de pouvoir justement apprendre aussi à me libérer de ça, pour que ça reste des histoires et pas des conditionnements que je répète aujourd'hui. Donc ça a été très riche. D'ailleurs, c'est amusant parce que dans ton livre, tu donnes pas mal d'exercices et t'expliques beaucoup de choses, et notamment le fait que de se mettre en mouvement, de vivre des expériences, de sortir de sa zone de confort, que plus tu vas sortir de ta zone de confort pour des petites choses, plus après tu vas être capable de le faire pour des grandes choses. Et bon, c'était l'été dernier, j'ai vécu un trauma parce que j'ai le père de mes enfants qui était mon mari qui m'a quittée de façon très très brutale et très violente. Et donc j'ai eu un vrai trauma, et j'avais vraiment ce besoin de me sentir en vie et de faire des choses que j'avais jamais faites, et donc d'expérimenter. Et c'est amusant de voir en effet que t'as des trucs instinctifs qui viennent, et tu parles aussi du fait notamment d'expérimenter tout ce qui est eau froide. Ouais. Pour régénérer son nerf vague. Ouais. Moi, j'habite à Marseille, et là depuis cet hiver, mon challenge c'était d'aller me baigner dans la mer le plus souvent possible, sans combi, et c'est vrai que c'est fou de voir comme dans le corps tu te sens beaucoup mieux. Bien sûr, ouais. Tu sais, il y a deux aspects quand je fais des fois des challenges de douche froide pour les gens et tout ça. Et il y a deux aspects. Il y a l'aspect physiologique, parce que eh bien quand on est en contact du froid, il y a notre système nerveux, notre système sympathique qui s'active. Et après, pour retrouver l'équilibre, il doit s'apaiser. Donc du coup là, à ce moment-là, on entraîne son nerf vague. Et puis il y a le côté relationnel au froid, parce que ça peut nous agresser. Et comment je peux me sentir en sécurité avec quelque chose qui peut être agressif. Et ça me permet de pouvoir travailler ma relation à l'agressivité ou aux choses qui sont agressives dans la vie, de pouvoir me sentir en sécurité même si c'est là. Et c'est ce qu'on apprend aussi, c'est de pouvoir. Moi, je fais des bains glacés par exemple de 2 minutes avec la méthode Wim Hof, et c'est de se dire que au bout d'1 minute, eh bien, je me sens bien dans ce bain glacé. Alors qu'il y a 1 minute, j'étais là en train de trembler, en train de réagir comme si j'allais faire une attaque de panique. Et si j'apprends à réguler mon système nerveux, je peux m'apaiser. Dans le même environnement, il n'a pas changé. Et de voir cette capacité justement à se réguler, on appelle ça, dans un même environnement, et de passer à je vais mourir vite, il faut que je sorte, à en fait non, je vais pas mourir, je suis bien. Et ça, on peut l'utiliser après dans sa vie de tous les jours, dans plein de situations où on peut justement avoir ça qui arrive, et on peut y répondre différemment que de réagir par de la fuite, le combat ou l'inhibition.
Oui, alors j'ai pas là je l'avais noté hier cette citation dans ton livre où tu disais que justement face aux moments difficiles dans la vie, il faut avoir la liberté de pouvoir réagir. Alors je le dis pas bien, mais justement de se dire que ça sert à rien de combattre et d'affronter, mais c'est justement avoir la force pas d'avoir les armes, mais d'être capable de s'adapter. Oui, c'est tu sais dans la vie on crée ou on se protège. Ouais. On peut pas faire les deux en même temps. Et finalement, on a soit cette capacité à réagir ou à répondre. La capacité de réagir, elle est conditionnée. C'est-à-dire qu'on a appris depuis tout petit comment fallait réagir, parce qu'il faut réagir très vite, comment fallait réagir aux situations. Et le but, c'est d'apprendre à répondre en ayant le choix. C'est-à-dire qu'à des moments, qu'est-ce qui sera le plus adapté? Est-ce que c'est combattre? Est-ce que c'est fuir? Est-ce que c'est se cacher? Est-ce que c'est être en sécurité, être présent, juste là? Et ensuite, de pouvoir avoir le choix parce que je suis à l'aise. Moi, en tant qu'ancien timide, j'étais à l'aise pour me cacher. Et il y en a d'autres qui sont à l'aise pour se battre. Il y en a d'autres qui sont à l'aise pour fuir. Fuir, c'est faire plaisir aux gens, avoir toujours le sourire alors que ça va pas, de pas être confronté aux problèmes, éviter les conflits. Et après, on a ce qu'on appelle ce réflexe vagal. C'est comme s'il y avait une situation qui se présente et on cherche avec notre arme préférée à y réagir. Mais des fois, c'est un rond et nous, on a un carré et ça rentre pas. Et donc, il faut savoir utiliser le rond pour que ça rentre. Et donc, savoir se battre quand il le faut. Moi, j'ai appris, par exemple, alors j'ai fait 15 ans de rugby, donc ça m'a appris aussi à utiliser cet état-là. Mais certaines personnes ont du mal on appelle ça des fois se faire violence. Mais voilà, te dire, allez, là, j'y vais. Il y en a d'autres qui ont du mal à se dire, je me pose pendant 5 minutes, tranquille. Il y en a même 1 minute, ils y arrivent pas. Je leur dis, pose-toi 1 minute et respire. Non, mais je perds mon temps. Non. Donc physiologiquement, c'est comme non, ça c'est danger. On le fait pas. Il faut qu'on reste dans notre état de survie là. Voilà. Et donc c'est ce qui explique que certaines personnes peuvent dans certaines situations, du coup, avoir du mal à se sentir vulnérables et d'autres avoir du mal à passer à l'action. Et comme on se compare tous, c'est là où on se dit ouais, mais moi j'y arrive pas et lui il y arrive. C'est normal, il a pas le même état nerveux au départ. Donc c'est juste comment chacun peut se réguler et pouvoir justement s'adapter et répondre à la vie plutôt que de réagir toujours de la même façon. Ouais, ce qui est un vrai enjeu dans des situations de vie où parfois oui, bien sûr, ouais. Et puis au-delà de répondre, c'est de se dire si j'ai la capacité, j'aurais je me lève le matin en disant peu importe ce qui se passe aujourd'hui, je saurais y répondre. C'est pour ça que j'appelle ça la pleine confiance parce que j'ai les armes pour. Alors que si j'en ai qu'une, il y a plein de choses, il faut que j'évite. Donc déjà, je me lève le matin en disant, j'espère que ça va pas se passer. Tout ça inconsciemment. Il y a une réunion, il va falloir que je me présente. Si je sais activer cet état-là, cet état de confiance, c'est pas un problème pour moi. Alors que peut-être que ça fait 24 heures que ça l'est, ce problème, parce que je sais que ça va arriver. Et là, je commence à penser à ça, et puis il y a ça en plus, et puis ça, et c'est ce qui fait qu'on se sent submergé parce qu'on ne sait pas répondre à la vie. Ouais. Il y a un truc quand j'ai reçu ton livre, quand j'étais petite, je faisais tout le temps des malaises vagos. Et je me suis dit, c'est quoi le rapport du coup entre les malaises vagos et le nerf vague? Forcément, j'imagine qu'il y a un rapport. Oui, en fait, c'est un mode de protection qui fait que quand on a que ça soit une forte émotion, une forte activation, ça peut venir d'émotions, mais ça peut venir de l'environnement avec une forte chaleur ou bref, c'est ça, ouais. Une forte activation. C'est-à-dire que le système sympathique s'active, c'est-à-dire que son but c'est d'activer le cœur pour ensuite mettre le corps en mouvement pour trouver une solution. Donc ça peut être d'aller boire, de chercher un endroit qui et quand il y a une trop forte activation, ça peut être dangereux pour le cœur. Alors ça l'est jamais pour nous parce que le corps est suffisamment intelligent pour bien réguler ça. Et comme à un moment donné ça monte trop haut, notre système parasympathique, l'inverse, fait comme si stop, on coupe tout parce que là on active trop, on coupe tout et hop, ça fait une chute de tension. Okay. Et c'est là où on fait un malaise vagal et ensuite ça remonte mais c'est comme si on mettait un grand coup de frein. Stop, attention là ça va trop vite et du coup ça fait cette chute là. Ok. Et pourquoi les femmes, alors j'ai compris après les femmes enceintes au dernier trimestre, souvent quand tu t'allonges, le bébé appuie sur le nerf vague apparemment, et du coup c'est pour ça que tu peux plus rester. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui peuvent pas rester allongées. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison plus que physiologique? Est-ce que c'est tout ce qui est
période de transition, mais quand je parle de transition, c'est de changement d'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre. Et là, la grossesse, c'est un changement complet d'homéostasie parce que faut s'adapter. Tous ces changements-là amènent un déséquilibre dans le corps, dans lequel le corps doit soit sans cesse s'adapter. Donc, il est en mode vigilance. Et donc, on est en mode, avec les hormones en plus et tout ça, ouais, on est en mode où ça réagit très vite, quoi. C'est-à-dire que l'instinct reprend le dessus aussi. Et le problème, c'est que quand on a justement un système qui est dérégulé, ça peut donner plein de choses qu'on ne maîtrise pas et qui font que dans des situations, que ce soit physiologiques, émotionnelles, il y a plein de choses qui se passent, quoi. Et on est un peu dépassé par ça parce que c'est notre instinct qui reprend le dessus. Donc après, c'est juste être conscient en fait de son corps. C'est pour ça que c'est important, voilà, d'apprendre à être conscient de son corps, parce que beaucoup de gens sont dissociés, ne vivent que ici, et les seules choses qu'ils ressentent dans le corps, c'est des douleurs. Ici, donc la tête, parce que du coup, il y a que moi qui ai la chance de te voir. Ouais. Exactement, voilà. Et donc ça amène, une dissociation par rapport au corps, et on sait plus ce qui se passe dans son corps finalement. Et le fait, voilà, de vivre une grossesse, il se passe plein de choses. Et ça peut amener du stress, de l'insécurité, parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe, plutôt que d'être en sécurité avec ce qui arrive, avec ce qui est à ce moment-là, avec l'expérience qu'on est en train de faire. Et c'est vraiment, moi, ce que je partage aux gens, c'est comment vivre des expériences dans la vie et d'être en sécurité avec ces expériences-là et pouvoir s'offrir toutes les expériences que l'on veut. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis dans le livre, mais c'est ce que de nombreux invités m'ont dit derrière le micro, c'est que finalement, il n'y a pas d'échec, il y a que des expériences. Ouais. Et puis tu sais, dans cette phrase-là, c'est de dire il y a que des expériences, mais dans ces expériences, on va vivre plein de choses, dont l'échec. Et l'échec, c'est quoi en fait? C'est après chacun donne sa définition, mais l'échec, c'est une expérience. L'important, c'est quelle est ma relation à cette expérience-là que j'appelle échec. Parce que l'important, c'est pas ce qui arrive, c'est ma relation à ce qui arrive. Et finalement, quand un échec, ce qu'on appelle échec, arrive, mais même un abandon, même n'importe quoi, peu importe, on s'en fout. L'important, c'est quelle est la relation que j'ai avec moi-même dans cette expérience. Et soit je suis en insécurité, soit je suis en sécurité. Et le problème, c'est pas ce qui arrive, c'est ma relation avec ce qui arrive. Et si dans ma relation avec ce qui arrive, je suis en insécurité, eh bien, je vais identifier ça comme c'est dangereux, ça. Et donc, je vais avoir peur de ce qui est dangereux, c'est normal. Donc, je vais avoir peur de l'échec, je vais avoir peur de parler en public, je vais avoir peur parce qu'au moment où ça arrive, je suis pas en relation avec moi. Je suis en séparation de moi-même. Et on apprend, justement, avec ce système nerveux et avec un état particulier, qui s'appelle le vagal ventral, à apporter de la sécurité dans cette expérience. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je fais des conférences, le stress, il est naturel, mais ça dure 2 minutes, parce que mon système nerveux, il a besoin de savoir s'il est en sécurité. Donc ça, c'est le stress naturel. Il a besoin de savoir où il est, de regarder un peu partout, si les gens sont sympas et tout ça. Et puis après, il n'y a plus rien, parce que c'est pas dangereux en fait. Je vais pas mourir. Et donc de rééduquer son système nerveux justement à travers ces expériences. Le but des expériences, il n'a pas pour but de se dépasser, il a pour but de réguler son système nerveux pour lui réapprendre que ça, c'est pas dangereux, parce que je suis là pour toi. Tu es vu et entendu dans cette expérience, et il y a rien, même si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de danger. Ouais. C'est ok. Voilà, exactement. Ouais. Je le répète souvent, ça c'est ok. T'as le droit d'échouer, t'as le droit d'être maladroit, t'as le droit à tout. À partir du moment où, quand ça arrive, c'est comme si on avait nos super parents avec nous qui disaient, mais c'est ok, t'as le droit de faire ça aussi. Mais ça, des fois, on ne nous l'a pas appris quand on était enfant. Parce que quand on avait des mauvaises notes, on disait que c'était pas bien. Et donc, on est rentré dans un mode binaire où il y a ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et donc, aujourd'hui, bien sûr qu'on veut éviter ce qui est pas bien et on veut aller vers le bien. Mais ce qui est pas bien, c'est pas vrai, en fait. On nous a raconté des conneries. C'est juste une autre expérience. Mais t'as le droit d'être heureux dans quelque chose qui n'est pas bien, soi-disant. T'as le droit d'avoir de la joie dans un échec. Il y a aucune règle qui interdit d'être joyeux et la tristesse, c'est pas un problème. La colère, c'est pas un problème. T'as le droit d'être en colère, t'as le droit d'être triste. Ce n'est pas un problème. Et le vrai problème, c'est de croire que c'est un problème parce qu'on sait pas quoi en faire. En fait, c'est un problème d'être en colère à partir du moment où c'est plus une émotion et c'est un état. Si c'est une émotion que tu acceptes, qui passe, que tu et au contraire, il faut l'accepter. Par contre, si tu as quelqu'un qui reste dans un état de colère permanente, là, ça devient problématique pour lui et pour les autres. Notre système nerveux, lui, il a qu'une peur, c'est d'être coincé dans un état.
Voilà. Lui, il a que ça, c'est d'être coincé dans un état. Parce que s'il est coincé dans un état, comme c'est notre système d'adaptation, il peut pas s'adapter. C'est-à-dire que, merde, je vais être obligé maintenant d'être toujours comme ça. Ça va nous amener énormément de problèmes dans la vie. Et donc, il a peur de ça, et notamment dans notre état d'inhibition et de figement. Parce que cet instinct, il va nous dire, mais si tu bouges pas, tu peux te faire bouffer à tout moment. Et si tu bouges pas, c'est un état pour les animaux, eh bien, de préparation à la mort aussi. Donc cet état-là, pour lui, au niveau instinctif, c'est dangereux. Donc c'est pour ça que le fait de rester là sans bouger, pour certains, ça peut être compliqué. Et le but, c'est vraiment de se dire, tout est temporaire, mais notre système nerveux, lui, dès que ça devient permanent, ça devient un danger, parce que ça va devenir peut-être un nouvel équilibre, et ça, c'est un équilibre qui est malsain pour lui et pour nous et pour notre environnement. D'où l'importance de dire, rien n'est négatif. En neurobiologie, il n'y a pas de pensée négative, il n'y a pas d'émotion négative, il n'y a pas de croyances limitantes. Ce sont des expériences qu'on a identifiées comme ça. Et le but, c'est pas parce que je me dis je suis nul que je suis nul. Je suis nul, c'est notre état de vagal dorsal, c'est tout. Je suis juste en dorsal. Il y a pas de souci d'être en dorsal. À ce moment-là, c'est normal que je pense ça. Dans cet état, je pense ça. Et je peux pas avoir de la joie dans cet état-là. Donc mon but, c'est de sortir de cet état, juste en comprenant que tiens, je suis en train de vivre cette expérience-là. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon identité, ce n'est qu'un état. Et tu dis dans le livre que soit on transmet notre état, soit aux autres, soit c'est les autres qui nous transmettent leur état. Ouais, alors ça c'est un super pouvoir que l'on a, qui est complètement inconscient, mais nos systèmes nerveux communiquent entre humains, et même avec les animaux. Je donne souvent l'exemple de monter sur un cheval. Si je suis complètement figé, le cheval va ressentir mon état et lui va aussi se figer et il avance pas. Si je suis trop excité, il va le ressentir et lui il va être excité aussi. Et si je suis calme, il va ressentir et il va se laisser guider. Eh bien, entre êtres humains, c'est la même chose. On ressent notre système nerveux avant même de savoir qui est la personne. On a tous fait, je pense, une expérience d'être à côté de quelqu'un et au bout de 5 minutes, on a l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. C'est qu'en fait, on est en train de se co-réguler, on appelle ça, dans un état de ventral, de sécurité. Et on pourrait se demander, tiens, dans notre vie, avec qui on est comme ça? Avec des gens avec qui on se sent en sécurité. Et donc, comme là, les états sont déjà installés, eh bien, on a cette impression qu'on se connaît depuis longtemps. En fait, notre système nerveux est en train de nous dire, vas-y, avec lui, t'es en sécurité. Mais comme on peut l'être avec des amis qu'on connaît depuis longtemps, etc. Donc, c'est important parce que finalement, on va transmettre notre insécurité et notre sécurité. Donc, quand on est avec des gens, eh bien, notre état va générer un état chez l'autre, et de la même façon, nous aussi, on peut être influencé par l'état de l'autre. D'ailleurs, on le dit, on dit « il m'a énervé ». Donc c'est lui qui m'a énervé, c'est son système nerveux qu'il m'a transmis, et moi, je suis énervé maintenant. Donc en être conscience, c'est important, et moi, ça a changé beaucoup de choses dans mes relations aussi, parce que j'ai pris conscience que les autres avaient un système nerveux, et si vous commencez à sortir dans la rue, et que vous observez les gens, vous allez voir que c'est pas étonnant qu'il y ait une étude qui démontre que 85% des personnes ont un système nerveux dérégulé en insécurité. Parce que là, on remarque les gens qui sont dans leur bulle, les gens qui sont énervés, les gens qui regardent partout, qui sont très actifs, d'autres qui sont dans leur coin, qui bougent pas. Et là, on remarque plein de comportements. Et ils ont le droit d'être en insécurité. Si quelqu'un m'agresse, elle a le droit d'être en insécurité. Donc très vite, moi, si je peux me réguler, sortir de ça, lui redonner son état, c'est à elle, c'est pas le mien. Et ça m'arrive souvent, souvent, mais ça m'arrive régulièrement, de voir quelqu'un qui me dit c'est bon, casse-toi. Mais qu'est-ce qu'il a le monsieur? Il est en insécurité. Plutôt que moi rentrer dans l'insécurité aussi. Et ça, c'est important de pouvoir l'apprendre vis-à-vis de nos enfants aussi, de nos conjoints, de nos amis, en entreprise. Eh bien, de pouvoir se voir non pas à travers les comportements, mais ce qu'il y a derrière le comportement. Et là, ça change beaucoup de choses dans la vision qu'on peut avoir des gens. Mais du coup, comment tu réagis par rapport à quelqu'un qui t'agresse? Alors, obligatoirement, mon système nerveux va prendre l'agressivité dans un premier temps, parce que c'est ensuite que j'ai conscience que il est agressif parce que je ressens son agressivité. Parce que mon système nerveux est passé en mode agressif. C'est comme ça que je ressens. C'est comme l'empathie, c'est pareil. C'est pourquoi je le ressens? Parce que j'ai capté l'information et que je suis en train de le vivre, moi, cette information. Sinon, je pourrais pas le ressentir. Je sais pas ce que vit l'autre. Et à partir de là, tu sais, des fois, on dit ça m'appartient pas. Eh bien, à ce moment-là, ça m'appartient parce que c'est en moi. Donc, je peux apprendre d'abord à réguler moi ce qui se passe et dire tiens, je suis en train de m'activer là.
est-ce que je peux me calmer pour ensuite retourner vers la personne. Donc il y a une phase d'adaptation qui est au début qui peut être plus ou moins longue. Aujourd'hui chez moi elle peut être très rapide parce que ça fait 5 ans et demi que je m'entraîne et ce qui fait que très rapidement je peux être à l'aise avec des gens qui sont agressifs ou des gens qui mentent par exemple, qui sont en mode fuyant, des gens aussi qui sont tout mous, qui bougent pas et que tu as envie de bouger. Donc je suis capable de rester là avec eux tranquillement et de m'adapter aux gens plutôt que de subir finalement leurs états. Donc ça c'est hyper important, notamment quand on fait un métier d'accompagnement, de coaching, parce que sans se rendre compte, on subit cette dérégulation en permanence et que si on n'arrive pas à se réguler, eh bien on rentre dans le jeu de la personne en face et on l'accompagne pas vraiment. On a tendance à jouer dans son jeu plutôt qu'à rester en sécurité parce que c'est ce dont les gens ont besoin, de notre sécurité. Ouais, oui, puis il y a des personnes qui veulent du coup prendre ton énergie et ta sécurité parce qu'ils voient que toi t'es bien et du coup ils disent inconsciemment j'aimerais bien lui piquer un peu son énergie. Oui, voilà. Donc après, tant que nous on reste en sécurité, à un moment donné ça va lui faire du bien. Ça va elle aussi la réguler en sécurité. Au début, on peut attirer des gens parce que justement ils sont en insécurité et vu qu'ils recherchent la sécurité et nous on représente la sécurité, mais c'est bien parce que ça nous continue à nous entraîner parce qu'on va être face à une personne en insécurité. Est-ce que moi j'arrive à rester dans cet état de sécurité ou est-ce que je me fais déréguler? Et si je reste dans cet état de sécurité, à un moment donné, la personne va elle aussi se mettre en sécurité et va pouvoir aussi évoluer. Donc moi je dis toujours, des fois il y a une phrase qui dit entourez-vous que de personnes positives. Ouais. Moi je dis entourez-vous de personnes en sécurité parce que des fois positive c'est fausse positivité. Et une fois que vous êtes en sécurité, allez vers les personnes en insécurité, allez les aider. Et que quand je me sens bien, quand je me sens pas bien, non. Mais quand je suis en sécurité, allez vers des personnes en insécurité. Moi, ça m'arrive souvent avec des haters, par exemple, de pouvoir me mettre en sécurité et de leur répondre. Et ça m'arrive des fois d'en transformer en client, parce que je sais qu'ils ont rien contre moi. C'est juste leur état d'insécurité. Je suis passé par là et voilà, c'est moi qui ai pris. Mais, c'est marrant que tu dis ça, parce que j'ai eu mon premier haters il y a 2 semaines, un truc comme ça. Et j'étais une journée où potentiellement j'ai eu beaucoup de merde. Ouais. Mais j'étais en sécurité avec moi et donc j'étais bien et j'étais sereine. Et donc je lui ai répondu, je sais plus ce que je lui ai dit, mais j'ai dit, mais en fait, vu votre virulence, je pense que vous êtes fondamentalement pas bien et que je vous souhaite d'aller mieux, en fait, parce qu'en fait, autrement dit, ton vomi, c'est parce que t'es pas bien avec toi-même, oui, en fait. Ça, ouais. Exactement. Mais c'est toute la différence entre justement chacun de nos états internes dans notre système nerveux a son monde à lui. C'est-à-dire, il va générer des émotions que l'on peut avoir que dans cet état-là. Et quand on est, par exemple, dans cet état de sécurité en vagal ventral, donc la partie ventrale du nerf vague, c'est le seul état où on peut avoir de la joie, de l'amour, de la compassion. Et quand tu dis, voilà, j'étais en sécurité, t'as pu apporter de la compassion à cette personne, et de le voir à travers son expérience et non à travers ce qu'il t'envoie, tu vois. Et c'est ça vraiment la différence. Quand je dis ne pas voir les comportements, mais ce qui se cache derrière, c'est que cette personne, oui, elle doit être pas bien derrière son ordinateur à t'écrire. Et est-ce que et elle me donne quelque chose? Est-ce que moi je peux lui apporter quelque chose? Il en fait ce qu'il veut. Mais là, c'est à moi de choisir dans quel état je veux être pour lui répondre. Et j'ai le droit de lui apporter de la compassion aussi. Il a le droit d'avoir de la compassion, cette personne en insécurité. On ne sait pas ce qu'il a vécu dans sa vie pour en arriver là. C'est sûr. Et d'ailleurs, du coup, c'est pour ça que quand une personne change, arrive justement à être en sécurité, ça déstabilise tout l'écosystème de son environnement et potentiellement s'éloigne de certaines personnes, soit, son mari, sa femme, ou l'inverse, c'est le mari ou la femme qui s'en va parce que tout est dérégulé. Bien sûr, ouais. C'est-à-dire qu'on a notre propre homéostasie interne, cet équilibre interne, et puis il y a aussi l'équilibre à l'extérieur, à travers les autres, et de pouvoir justement se retrouver. Tu sais, il y a une étude qui a montré que s'il y a un râleur qui va dans un ascenseur avec 5 autres personnes, les autres ressortent en râlant. Et finalement, si j'arrête de râler et que mon conjoint ou mes amis eux continuent de râler, eh bien on va plus être en phase, on va plus être dans le même état.
Tu sais, des fois, on dit, on est sur la même longueur d'onde et en fait, c'est un peu comme si on se ressemble, on a le même réflexe vagal, on est fort, nous, voilà, on est timide, on est réservé, et si tout d'un coup, voilà, on sort de cette longueur d'onde, eh bien, les autres peuvent justement être déstabilisés par ça, parce qu'ils doivent se réadapter, mais peut-être qu'ils n'ont pas les capacités de se réadapter. Donc à nous aussi de les voir peut-être parfois dans leurs difficultés, dans leur questionnement de pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça, et pourquoi on se voit moins, ou pourquoi des choses comme ça. Et puis après, c'est d'accepter, oui, que on évolue tous, et parfois c'est difficile. Tu sais, moi ça m'est arrivé aussi dans ma vie de me limiter dans mon évolution, parce que je remarquais que j'étais en train de me séparer de certaines personnes, et c'est parfois difficile d'accepter de se séparer et d'aller vers de nouvelles personnes. Maintenant, ça n'empêche pas de continuer à aimer les gens et à les voir dans leur évolution aussi, parce que moi, je donne un exemple. Dans ma famille, je suis le seul qui est dans le développement personnel, et donc souvent je dis ma famille, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, mais je les adore, tu vois, mais parce que je passerai pas des semaines avec eux, parce qu'on n'a pas les mêmes discussions, enfin toi, les mêmes intérêts, mais rien ne m'empêche de les aimer. Ça c'est pas parce qu'on est différent, qu'on n'a pas évolué de la même façon, que je peux pas non plus garder un lien avec eux. Ça sera pas le même, ça sera un autre. Et donc c'est de se dire quel lien je vais créer maintenant avec eux, qui sera un peu différent, qui sera pas le même, mais qui me permettra, voilà, de malgré tout continuer à les aimer. Ouais. Comment t'écoutes ton intuition? Aujourd'hui, c'est très 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 souvent en fait. Comment j'écoute? Bah, j'ai rien à faire en fait. J'ai aussi le silence déjà. Quand je dis le silence, c'est justement ne pas faire de bruit dans ma tête, à travers les pensées, les machins, tout ce qui se passe. Et souvent, ça arrive, comme beaucoup de personnes, mais le matin, dans la douche, des moments comme ça. Et puis, ça arrive aujourd'hui de plus en plus dans la journée. Mais c'est aussi, je pense, parce que j'ai mon système nerveux qui est au calme et qui fait que, comme je disais tout à l'heure, soit on crée, soit on se protège. Et comme j'ai plus rien à protéger, enfin là, quand ça arrive, comme j'ai rien à protéger, eh bien, je peux créer. Et quand je peux créer, je suis connecté avec l'environnement, connecté avec plein de choses, tous ceux qui croient à l'énergie, au quantique, enfin voilà, connecté avec plein de choses. Et ce qui fait que ça amène beaucoup d'idées ou beaucoup de feeling. Voilà, je réfléchis pas aussi. C'est-à-dire que je vais vers ce qui me vient, et parfois ça marche, parfois je me trompe. Mais l'important c'est pas si je me trompe ou pas, c'est est-ce que je continue, voilà, à écouter et à y aller, parce que parfois je crois que je me suis trompé, mais finalement 6 mois après, je me dis je comprends pourquoi j'ai vécu cette expérience là. Donc pour moi c'est quelque chose qui est assez simple, parce que comme je suis un ancien timide, j'aime bien être seul, et donc ça arrive quand je suis seul, quand je suis coupé ainsi de l'environnement qui fait du bruit, aller vers un environnement qui fait pas de bruit, mais qui est là présent. Comment tu célèbres tes réussites? Alors c'est une bonne question, parce que j'avais fait une petite vidéo là-dessus, parce que moi je célèbre, enfin par rapport aux autres, je célèbre pas beaucoup mes réussites, parce que ce n'est qu'une expérience aussi. Et finalement, j'ai fini un lancement qui a été une très belle réussite, et le lendemain j'étais sur un nouveau projet, sur autre chose. Ça c'est comme au rugby où il y a un match, mais il y a un autre match qui arrive. Donc j'ai pas le temps de faire la fête pendant 3 jours. Il y a un autre match qui arrive, faut que je me prépare. Et là c'était ok, maintenant je me prépare pour mes clients. Et donc je vais même te dire, toi, ce qui vient, c'est pourquoi je célèbre pas autant mes réussites, parce que je célèbre la vie chaque jour, et pour moi c'est une réussite, la vie chaque jour. Et c'est pas parce qu'à un moment donné il y a un pic que ça devient une réussite, parce que c'est tout ce que j'ai fait avant qui a permis ça. Donc je célèbre chaque jour aussi toutes les petites choses que je fais, et qui peuvent m'amener à justement à avoir à un moment donné une réussite. Je sais pas, imagine là mon livre, je sais qu'il y a des personnalités qui ont lu mon livre. Je sais pas ce qui peut arriver à tout moment. Quelqu'un peut m'inviter à une télé, on va dire, est-ce que c'est ça la réussite?
Ou est-ce que ça a été d'écrire mon livre? Est-ce que ça a été de prendre mon stylo? Est-ce que ça a été de dire, tiens, j'aimerais bien écrire un livre? À quel moment, finalement, ça a été le point qui a fait une réussite? Mais c'est tout le temps. Et de se dire que chaque action qu'on met chaque jour, c'est aussi une réussite. Donc ce que je fais, c'est j'essaie de prendre conscience de ça chaque jour, que chaque moment, finalement, participe à cette réussite et on peut célébrer tous ces petits moments-là plutôt que d'attendre que le résultat final, comme si c'était ça qui était la principale réussite. Donc oui, je suis content quand ça arrive, mais dès le lendemain, finalement, il y a d'autres choses qui vont contribuer à la prochaine réussite. Donc comment je peux porter mon attention là-dessus et être content de ce que je fais, content de l'échange qu'on a, content de derrière les clients que je vais avoir, toutes les petites choses de la vie. Et je pense que si on s'habituait à ça, on verrait la grande réussite comme un ensemble de plein de petites choses que l'on a célébrées aussi régulièrement. C'est sûr. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Alors moi j'aime bien cette phrase-là parce que je le dis tout le temps, tu vois. C'est peut-être pour ça que j'ai accepté de dire bah oui, parce que pendant très longtemps j'ai posé la question différemment. Pendant très longtemps je me suis dit pourquoi moi? Et parce que il y a plein de choses qui arrivaient dans ma vie, tu vois. Pourquoi moi? Pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi moi? Et puis à un moment donné, j'ai commencé par adopter le pourquoi pas moi. Et quand on est justement dans cet état de sécurité, finalement, ça on se pose tout le temps. Pourquoi pas moi? Bah oui, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et de pouvoir justement tester, y aller, on verra bien. Donc je pense que depuis 5-6 ans, c'est quelque chose qui est régulier finalement chez moi. Et chaque projet devient un truc qui est pourquoi pas. Même si ça paraît fou. Toi, pourquoi pas? Tiens, on fait un événement. Bah oui, pourquoi pas? Tiens, on fait ça. Bah pourquoi pas? Et tiens, si on avait 300 là cette année, j'ai 300 clients qui font ma formation de coaching. Bah pourquoi pas 500 l'année prochaine? Pourquoi pas? Et ensuite, c'est vraiment de s'adapter pour que ça puisse se faire dans les bonnes conditions. Mais c'est vraiment cette phrase pour moi elle est vraiment liée au vagal ventral qui se dit pourquoi pas? Bah allez, on y va et on verra bien. Donc c'est quelque chose que dès qu'il y a un projet, quelque chose, je me le dis bah ouais tiens, allez on y va. C'est quoi pour toi la réussite? La réussite pour moi c'est cette capacité à maintenir le lien à soi quoi qu'il arrive. C'est pas pour moi c'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose que l'on maintient en fait. Et parce que je me dis jamais si quand je ferais ça j'aurais réussi ou l'important c'est je sais pas, demain je peux partir en Amazonie découvrir des trucs, je sais pas, ça sera peut-être une super réussite alors que il y aura pas de résultat vraiment flagrant, mais pour moi c'est ça, c'est est-ce que chaque jour je peux réussir à justement être présent à moi-même et de pouvoir être mon meilleur soutien chaque jour. Et si je fais ça, après j'ai confiance en moi, j'ai foi en la vie, en tout ce qu'il y a. Il y a tout ce qu'il faut dans la vie pour réussir en fait. Hein. Tu sais, on pourrait imaginer ça. Il y a tout ce qu'il faut dans la vie pour réussir. L'important c'est si moi je reste en cohérence avec moi-même, en sécurité, je pourrais l'utiliser. Et merci la vie de m'offrir tout ça parce que c'est pas moi qui ai inventé tout ça. Hein. Là tout ce qu'on utilise c'est pas moi qui l'ai créé, c'est d'autres gens ou la vie qui nous propose. Donc c'est à moi de me servir. Mais pour ça, il faut que je sois en lien avec moi-même chaque jour. Qu'est-ce que tu penses que le petit Ludovic de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui? Il dirait je le savais ou je le sentais. Et continue c'est cool, on fait nos rêves. On continue de rêver en fait. Hein, on continue de rêver, mais pour moi le rêve c'est pas juste dans la tête, c'est partout dans le corps, dans la vie, et de se dire qu'est-ce que j'ai encore envie, qu'est-ce qu'on a encore à découvrir. Pour moi, c'est jamais terminé. Voilà, on a toujours plein de choses à découvrir et quelle est la prochaine aventure. Hein, c'est vraiment dire ça. Ok, cool. Alors, on va faire quoi maintenant? C'est quoi la prochaine aventure? C'est quoi la prochaine aventure alors? La prochaine, il y en a plein en fait parce que j'ai découvert, par exemple, il y a 15 jours, Dubaï. Pour moi, c'était une aventure. Hein. J'aime bien, sans a priori, aller dans plein de lieux différents que je connais pas du tout et découvrir. Je pars au Québec la semaine prochaine. Alors, je connais le Québec, mais je vais encore découvrir plein de choses. Et puis des gens. Je vais découvrir des gens aussi. C'est pas seulement des lieux ou découvrir plein de gens. Et je ne sais pas ce qui va se passer.
C'est ça en fait. C'est ça, c'est mon événement. Je vais créer un événement à la fin de l'année. Donc ça, c'est une grande aventure. Réécrire un livre aussi. J'ai envie de réécrire un autre livre, une grande aventure qui arrive. Et il y en a toujours en fait. À un moment donné, on est obligé de se dire, attends, on commence par quoi? Parce qu'il y en a plein. Et puis ça peut être, je sais pas, une balade ce week-end, qui peut être aussi une grande aventure. On ne sait pas ce qui va se passer. En fait, je suis toujours prêt à vivre une grande aventure puisque je ne sais pas. C'est pas seulement moi qui décide. Et donc, est-ce que je suis prêt, voilà, à vivre cette grande aventure, recevoir ce qui va se passer, parce que je ne à sais saisir pas. les opportunités. Ouais, exactement. Ouais. Mais pour ça, il faut que je sois prêt, il faut que je sois open. Carrément. Donc, c'est pour ça que je disais que la réussite pour moi, c'est ça, cette capacité à être open et en sécurité pour pouvoir justement être là quand l'opportunité se présente. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui est amusant, c'est que dans la vie, il y a des opportunités qui se présentent mais qu'on ne voit pas, ou qui ne se présentent pas parce qu'en fait, la personne en face voit que tu n'es pas prête. Ouais. Et en fait, finalement, voilà, quand t'es prêt, quand t'es aligné, quand t'es ancré et en sécurité, comme tu le dis si bien, il y a des belles choses qui arrivent parce que t'es prêt à les accueillir. Mais tu sais, quand je suis sorti de ma formation en théorie polyvagale, il y a 5 ans et demi, la première chose quand je suis sorti dans la rue que je me suis dit, mais en fait, c'est une formation pour avoir de la chance. Parce que pendant ces 3 jours, on avait vraiment travaillé avec notre système nerveux, j'étais vraiment en sécurité par rapport à avant, et c'est comme si je découvrais un monde, tu sais, en couleur, avec mais en fait, on peut faire plein de choses dans ce monde-là. Alors qu'avant, c'était non, dans ta grotte coincée à te cacher, tu peux pas faire grand-chose. Et là, c'est comme si voilà, on ouvre les portes, on se dit mais en fait, attends, c'est riche. Hein, on parle d'abondance, j'ai juste à me servir. Mais pour ça, il faut que je me déplace. Faut que je bouge. Faut se mettre en mouvement. Voilà, faut que je me mette en mouvement. Faut que j'achète des livres, faut que je sois curieux, faut que j'écoute des choses. Hier, j'ai regardé un documentaire Netflix sur un chanteur. Enfin voilà, ça m'a donné plein de leçons, plein de choses. Enfin voilà, c'est riche. Si je suis pas en mouvement, c'est pas la vie qui va m'apporter ça. Par contre, tout est déjà là. À moi de me mettre en mouvement et en sécurité pour pouvoir mettre la lumière dessus. On en parlait avec Philippe Croison, que tu dois, j'imagine, connaître. Oui, il est de ma région en plus. Et Philippe, il disait pendant 6 ans, il était allongé sur son canapé à attendre que ça se passe et à subir la vie. Et à partir du moment où il s'est dit, en fait, je vais me relever entre guillemets pour le coup spirituellement, enfin, ou avec ses prothèses. En fait, c'est là où tout a commencé. Ouais, bien sûr. Et je trouve que c'est la plus belle. Enfin, c'est un exemple incroyable. Ouais. Ouais, j'ai travaillé avec justement du sport pour handicapés. J'étais au championnat de France de natation et j'étais, on va dire, le préparateur mental de l'équipe de ma région. Et pour moi, ça a été une belle expérience parce que j'étais dans mon truc, donc je voyais même pas si j'étais handicapé ou pas. Et puis, et en fait, à un moment donné, dans cette piscine, j'ai vu qu'il y avait 200 personnes handicapées avec des handicaps différents et en natation en fait ils nagent pas selon le handicap, ils nagent selon leur temps et donc tu peux avoir quelqu'un qui est malvoyant, quelqu'un qui a un bras, quelqu'un qui est dans l'eau direct parce qu'il n'y a pas de jambes, et en fait de se dire mais tous ces gens-là avec leur handicap ils font plein de choses et c'est là où moi je me suis pris conscience que j'avais plein de handicaps invisibles qui m'empêchaient de sauter dans l'eau, de plonger. Il y en avait un, il pouvait se servir que de sa main, que d'une main. Et il nageait et moi je dis mais j'ai tout ce qu'il faut en fait pour vivre. Qu'est-ce qui m'empêche de justement d'aller dans cette vie-là? Et donc ça a été une belle leçon de me dire mais vas-y quoi, t'as tout ce qu'il faut et tout tout est déjà là, donc à toi d'aller explorer. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. Ouais. C'est quoi pour toi tes renoncements aujourd'hui? Alors mes renoncements, en fait, j'ai tellement d'idées que je suis obligé pas de renoncer, mais de temporiser. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire dans ma vie, hein, mais toi, j'ai tendance pas à renoncer, mais à temporiser. Peut-être ça, on le fera plus tard. C'est ok. Et après, les choses que je pourrais dire, toi, ce serait peut-être avec mon épouse, on a envie de déménager, que ce soit en France ou à l'étranger. Finalement, toi, quand j'en parle, c'est de se dire, est-ce que ça serait pas un renoncement par rapport à
à ma vie de famille, enfin la famille, les amis. Finalement, non, on est toujours en contact, même si c'est loin. Et donc, moi, j'ai tendance plutôt à temporiser. Je sais pas si je vais renoncer. En fait, je pense que je vais renoncer à rien. Je vais juste les emmener avec moi. Et puis, si ça se présente, je le ferai. Mais par contre, je dois faire des choix. Ouais. Sinon, je peux pas tout faire. Il faudrait plein de ludo pour faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie et comment tu l'as gérée? Alors j'en ai eu plein, hein, mais les plus grandes difficultés c'était plutôt quand j'étais jeune, parce que aujourd'hui je les vois plus comme des difficultés, je les vois comme des challenges, des défis. Mais ma plus grande difficulté, c'était justement de croire que j'étais timide, de pas pouvoir m'en sortir, quoi, d'être dans un environnement qui me conditionnait à me faire croire que j'étais comme ça et de pas savoir quoi faire. Et je pense que nos principales difficultés viennent plutôt de ça, de pas avoir la capacité de répondre à ce qui se passe, plutôt que la situation en elle-même. Et là, quand on est enfant, quand on est jeune, on n'a pas cette capacité à répondre. Aujourd'hui, j'ai des difficultés, des problèmes tout le temps, mais c'est la vie en fait. Donc je suis à l'aise parce que je sais y répondre. Quand je dis je sais y répondre, ça veut pas dire que je vais résoudre le problème maintenant, mais je vais me sentir en sécurité avec ce qui est. Mais c'était plutôt dans mon enfance, mon adolescent et ma vie de jeune adulte, où là je subissais totalement la vie et je me demandais comment j'allais pouvoir exprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi en étant comme ça, quoi. Ouais. C'était quoi tes peurs avant? Mes peurs avant, j'avais peur de tout, moi. J'avais peur des gens même. Tu vois, j'avais peur des gens. Je l'avais même dit dans une formation de coaching où j'étais coach et je disais aux gens, mais moi j'ai peur des gens. Ils me regardaient en disant, mais pourquoi tu fais coach alors si t'as peur des gens? Mais non, j'avais peur des gens et en fait j'avais peur de moi-même en leur présence. Quand je dis j'avais peur de moi-même, c'est que je savais pas comment faire avec les gens. Je savais pas m'y prendre avec les gens. Et pour moi, c'était une des principales peurs. Et en même temps, inconsciemment, dans ma tête, c'était sûrement les gens ils mentent, les gens ils disent pas la vérité, parce que je suis né avec un mensonge. Donc, obligatoirement, tu arrives dans un monde où on peut pas faire confiance aux autres. Et donc, c'était ma principale peur. Donc, c'est pour ça que j'étais souvent seul dans mon coin. Aujourd'hui, j'en ai d'autres, mais qui sont minimes par rapport à ça. Hein. Peur du vertige, des peurs comme ça, toi. Mais mes peurs, je les transforme en excitation, ça va très vite. Donc aujourd'hui, il y a très peu de peurs, si ce n'est des peurs comme qui sont naturelles, le vertige, des choses comme ça. Ouais. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui? De moi, de ma relation à moi plutôt. Hein, c'est vraiment ça, c'est de se dire que peu importe ce qui arrive, je peux compter sur moi et que ensemble on va pouvoir faire plein de belles choses. Donc c'est vraiment toute cette relation, ça fait un peu schizophrène, toi, mais entre mes états, mon ego et de m'observer et de m'observer en train hier on était en famille et on racontait un petit peu nos histoires de bourdes qu'on fait, tu vois, et d'en raconter comme ça avec beaucoup de compassion par rapport à soi, hein, de prendre l'avion et de se tromper d'aéroport et enfin voilà des trucs comme ça et qui font que soit on le cache et on a honte de soi, ou soit on le montre et on permet aux autres de montrer que c'est ok. Et donc c'est ça, ouais, c'est le fait de pouvoir avoir cette belle relation avec moi-même qui me permet de pouvoir montrer toute ma vulnérabilité aux autres et du coup de pouvoir permettre aux autres de se dire, t'as le droit d'être comme ça aussi, tu vois. Ouais. Carrément. C'est un truc que j'ai découvert récemment, oui, avec le burn-out et la post-séparation. C'est que d'en parler, ça libère, moi, j'en parle de façon très libérée et même il y a des gens, quand je leur raconte, voilà, comment ça s'est passé cet été, ils me disent, mais c'était qui? Je dis, c'est le père de mes enfants avec qui j'étais depuis 17 ans mais il me dit, c'était quand? Je dis, c'était il y a un mois. Ils me disent, mais t'as un recul sur le truc et parce que t'en parles avec le sourire. Mais je dis oui, mais en même temps, c'est ma façon à moi de vivre la chose et maintenant j'ai compris que c'est ma façon à moi de vivre la chose pour justement pouvoir permettre aux personnes d'accepter aussi leur vulnérabilité et de dire voilà qu'en fait il y a pas d'ego derrière ça. C'est juste que le fait d'en parler, ça fait que du coup les gens, ça libère la parole, quoi. Bien sûr, ouais. Ouais, et puis ça fait des références chez eux aussi s'ils ont vécu cette expérience et de se dire
on a le droit de vivre cette expérience de cette façon-là aussi. C'est ça. Et ça fait du bien parce que ça permet, comme tu dis, de se libérer de certaines choses. Donc c'est important justement, c'est pour ça que c'est important de se sentir en sécurité, parce qu'on le fait pour soi, mais on le fait aussi indirectement pour les autres. Carrément. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui? Oui, alors qu'on m'explique très tôt que finalement il y a beaucoup de choses, c'était pas de ma faute. Parce que depuis tout petit, tu sais, quand il arrive comme ça, ce genre d'événement, eh bien à un moment donné, on cherche du sens à ça. Et malheureusement, notre fonctionnement, il est là pour donner du sens en fonction de est-ce que c'est une récompense ou une punition que tu as. Et si tu as l'impression que c'est une punition que tu es en train de vivre, c'est sûrement que tu as fait quelque chose de mal. Et c'est pour ça que souvent on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, et qu'on m'explique qu'en fait non, il y a rien de mal. J'ai rien fait de mal, c'est juste la vie qui est comme ça. Et qu'on m'explique que dans la vie, des fois, il arrive des choses qui n'ont aucun sens et qu'il faut pas chercher à donner du sens à ce qui arrive et à continuer à vivre plutôt qu'à savoir quelle était ma responsabilité dans cette expérience, dans cette punition là que j'ai vécue. Et donc ça m'aurait bien aidé justement, parce que pendant très longtemps j'ai eu de la culpabilité par rapport à savoir quelle était moi ma responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Alors que quand on a 9 ans, il n'y a aucune responsabilité. Hein. Mais je te donne un exemple. Hein. Donc quand j'avais 9 ans, mon père adoptif d'un coup s'est suicidé, et je me suis demandé pourquoi il a fait ça. Enfin, toi, on se pose la question. Et j'ai retrouvé un souvenir une semaine avant que je lui avais posé une question qu'il savait pas, et je m'étais moqué de lui. Et je m'étais dit, mais ça se trouve, c'est à cause de ça. Tu vois. Et donc tu peux apporter ça en disant, bah voilà, j'ai une part de responsabilité, et alors que non. Donc de donner, enfin que moi en tant qu'enfant, et qu'on apprenne aux enfants que bah, c'est comme ça et que il y a aucun sens, et de leur demander aussi c'est quoi le sens que tu donnes à ça, parce que des fois si on leur demande pas, ils le créent eux-mêmes, et le problème c'est qu'ils l'emportent avec eux et nous on le connaît pas. C'est seulement des années après qui se disent bah oui mais c'était à cause de moi, ou donc c'est important voilà de pour soi et puis pour les autres de montrer que il y a aucun sens. Moi j'ai un module dans ma formation qui y est, c'est pas ta faute. Voilà, ou dans notre relation au passé, j'explique que c'est important de comprendre que il y a plein de choses, c'est pas ta faute, surtout dans un monde où on a tendance à nous dire que t'es responsable de ta vie. Ben oui, mais il y a plein de choses où on n'était pas responsable. T'es responsable finalement de la façon dont tu accueilles les choses, mais t'es pas responsable des choses en tant que telles. Exactement, ouais, de ce que t'en fais, mais des fois les gens ils vont pas jusque là, et malheureusement ils disent bon bah je suis responsable de ma vie, mais j'arrive pas à créer ce que je veux, je suis responsable de ça. Mais il y a certains conditionnements dans lesquels on n'est pas du tout responsable. Hein, à 6 ans on n'est pas responsable du conditionnement qu'on a reçu. Bien sûr. Maintenant c'est pour ça que éduquer les gens, leur apprendre tout ça, pour moi c'est une passion, parce que ça leur permet de prendre conscience que ok je peux faire autrement. Donc comment je m'y prends et comment je vais changer ma vie de cette façon. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors c'est un ami, peut-être tu connais, qui s'appelle François Lemay, qui est québécois, et il y a pas si longtemps, hein, parce que il y a peut-être 2-3 ans, et il m'a dit, notamment pour mon activité, il m'a dit apprête-toi à décevoir les gens, d'accord, et sois à l'aise avec la déception, parce que tu es en train de développer ton activité, tu vas avoir de plus en plus de gens, et tu pourras pas en fait permettre à chacun de se sentir bien, ou tu pourras pas permettre à chacun de répondre à chacun en fonction de sa situation, de ce qu'il veut, et du coup tu vas avoir des gens qui vont être déçus. Donc apprête-toi à décevoir les gens. Et moi ça m'a beaucoup aidé, parce que finalement j'essayais de faire une activité pour décevoir personne, pour que tout le monde se sente bien, alors que c'était pas possible. Quand on a 10 personnes, ça va. Quand on a 100, c'est compliqué. Mais quand il y en a 1000, 8000, c'est plus possible. Et du coup, c'est là où on doit se recentrer sur, voilà, moi, ce que je propose. Il y a des gens qui vont trouver ce qu'ils veulent, et puis d'autres qui vont être déçus parce que c'est pas ce qu'ils voulaient, ou c'est pas ce qu'ils ont compris. Et après toi, voilà, à décevoir les gens pour continuer vraiment à faire ce qui t'anime, et non de vouloir faire plaisir à tout le monde. Ouais. S'il y a une personne là qui hésite à se lancer, à écouter sa petite voix, d'ailleurs c'est drôle parce que dans l'introduction de ton livre, tu parles de la petite voix, et pourquoi pas moi, c'est l'invitation à écouter sa petite voix. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil? Bah déjà, c'est de savoir c'est qui cette petite voix. Hein, c'est parce qu'il y a la petite voix qui
qui nous dit vas-y, et puis il y a l'autre petite voix qui dit non, j'ai peur. Et donc déjà de pouvoir, quand on dit écouter sa petite voix, c'est quel est mon état qui écoute cette voix. Est-ce que je peux écouter aussi la petite voix qui a peur et lui donner beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, pour que l'autre petite voix aussi puisse venir. Parce que entre ces deux petites voix, tu sais, il y a une histoire avec le loup blanc et le loup noir, et on dit toujours voilà, celui qui gagne, c'est celui que tu nourris. Et mais il y a aussi la possibilité de pouvoir les rassembler et les faire se rencontrer et qu'ils puissent vivre ensemble, parce que les deux sont toujours là. Et comment cette petite voix qui rêve, qui a des objectifs, eh bien peut vivre en collaboration avec la petite voix qui va dire mais oui, mais ça fait peur, parce que de toute façon les deux avanceront ensemble. Donc pour moi, pour écouter cette petite voix là, c'est de pouvoir d'abord prendre soin de l'autre petite voix qui a peur. Ce n'est pas moi, c'est un état, c'est un conditionnement, c'est quelque chose du passé qui fait que l'autre petite voix aura plus de place. Parce que là c'est pas le loup noir et le loup blanc, mais c'est celui qui parle le plus fort. On va arrêter de jouer à celui qui parle le plus fort, et on va faire en sorte que les deux puissent murmurer l'un à l'autre et de se dire mais si on faisait ça, et que l'autre dise mais ça fait peur de faire ça. Bah oui, je sais, mais c'est ça qui est bien. Allez, viens avec moi, on va le faire. Et là on aura plus de facilité à écouter cette petite voix. Super. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous? Alors les gens ne le voient pas, mais derrière moi j'ai beaucoup de livres. J'adore beaucoup. Oui, c'est chouette. Là, je me suis calmé un peu en lecture, mais avant, j'achetais les livres par 10, 15. Bah oui, parce que quand on commande, on nous donne toujours des suggestions qui sont vraiment intéressantes. Donc, est-ce que tu les as tous lus, les livres derrière toi? Non, je les ai pas tous lus. Alors, j'ai une règle chez moi qui est que je les ai pas tous lus, parce que si jamais un jour j'en ai besoin, il est là. Et on parlait d'opportunités, toi. Si j'en ai besoin, je l'ai sous la main, en fait. Et des fois, j'achète des livres et je les lis pas maintenant. Je lirai peut-être plus tard. Peut-être jamais, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que ça me parle. Voilà, il y a un truc qui est là. Et moi, je pourrais donner un livre qui m'a beaucoup aidé, qui va dans la même direction de ce que je fais, mais qui est un mentor aussi pour moi. C'est les bouquins de Peter Levine. Et notamment le premier qui s'appelle Réveiller le tigre, et qui permet en fait de pouvoir apprendre sa relation avec son passé, avec son instinct, et de pouvoir comment quand il parle réveiller le tigre, c'est comment réveiller cet instinct en soi, et de comprendre plein de choses qui nous empêchent de vivre vraiment, et de passer du mode survie au mode vie. Et donc c'est un monsieur qui a, je sais pas, une 70aine d'années, et qui a l'expérience, qui est aujourd'hui, il a plus rien à prouver. Et j'adore ces gens-là parce qu'ils partagent sans attente. Et ce livre, ouais, ça m'a permis de comprendre énormément de choses sur moi, sur les autres, sur cet instinct, cette intuition. Et il explique, il partage des histoires, des choses sur les traumas. Et moi, c'est un livre que je conseille à beaucoup de gens. Ouais. Super, merci. Moi, je vais du coup partager ton livre, Nerfs vagues, donc qui a été édité chez Erol, donc que je recommande vivement pour en savoir plus sur ton approche. Si les personnes veulent savoir plus sur tes conférences, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Alors plus sur les réseaux. Je suis plus souvent là sur Instagram notamment, Ludovic Leroux, TPV. Ce TPV, c'est Théorie Polyvagale. Et puis après, il y aura un événement fin d'année. Donc, super. Là, tu me diras, je partagerai à la communauté avec plaisir. Un grand événement, grand public pendant 2 jours avec des invités, et ça s'appelle Expérience Live, où on vivra des expériences en live pour justement apprendre à réguler son système nerveux et repartir en sécurité. Il aura lieu où cet événement? Sur Paris et sur Montréal. D'accord. Ok, génial. Super. Un grand merci Ludovic, et avant de se quitter, est-ce que tu pourrais nous dire à qui tu as envie de dire merci et pourquoi? À toi. J'ai envie de dire merci à toi parce que c'est toujours des moments d'occasion où je peux partager. Et s'il n'y avait pas des personnes comme toi qui pouvaient me permettre de partager, je le ferais tout seul. Mais ça permet de peut-être de partager à des gens qui peut-être m'auraient pas croisé. Et donc un grand merci à toi pour eux, parce que si ça a pu aider 1 ou 2 personnes, eh bien c'est la réussite de cette expérience-là. Super. Merci beaucoup Ludovic. Merci à toi.
Et si toi aussi, tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi ? Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire « Pourquoi pas moi ?»